Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, parlons de la COP28 qui se déroule un peu dans l'anonymat quand même, disons-le. Ah bon? Enfin, oui et Ah non. bon? Non, Il y a du pas. monde, il y a du monde. Il y a l'actualité. Oui, non, mais l'anonymat médiatique. Vous il y a trouvez? du monde. Un peu, je trouve, moi. Moi, j'ai jamais fait autant de médias que depuis bon qu'à la COP28, tant vous voyez, mieux. donc j'ai pas la même c'est une bonne perception. nouvelle, parce que se pencher au chevet de la planète, c'est une bonne nouvelle, vous entendre, Antoine Bueno. Antoine Bueno est avec nous, essayiste, conseiller au Sénat, conférencier. Dernier livre, Faut-il une dictature verte? La démocratie au secours de la planète, chez Flammarion. Et puis avec nous, François Gémen, professeur à HEC, président du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme et membre du GIEC. Bonjour. Voilà. Bonjour. Merci d'être avec nous. Non, je vous disais ça parce que, évidemment, l'actualité proche orientale, l'Ukraine, la Russie, les attentats, ou l'attentat à Paris, ça c'est l'actualité la plus récente, les différentes violences sur notre territoire et ailleurs font que j'avais la sensation qu'on occultait un tout petit peu cette COP28, mais non. Vous me dites non, tant mieux. C'est même l'inverse, en fait. Regardons l'actualité à la COP28. Oui. La grande revanche de l'énergie nucléaire. Mais que se passe-t-il? Une vingtaine de pays qui s'engagent à tripler la production nucléaire d'ici 2050. La France, la Belgique d'ailleurs, le Japon, les États-Unis, le Canada, la Corée du Sud, le Ghana, les Émirats et d'autres pays. Oui. Vous êtes surpris? Non, alors je suis pas particulièrement surpris. Il faut quand même savoir qu'à l'échelle mondiale, on part de très bas. Oui. Non, mais parce qu'on parle du nucléaire énormément en France. C'est le cœur de toutes les tensions, de tous les débats. Mais à l'échelle mondiale, ça représente quelques pourcents de l'énergie consommée par l'humanité, de la production énergétique. Voilà, c'est 4-5%, c'est vraiment très très peu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tripler la part du nucléaire? Ça veut dire simplement qu'on va massivement électrifier nos usages énergétiques et que pour massifier et faire beaucoup plus d'électricité, il va falloir beaucoup plus de tous les moyens de produire de l'électricité, y compris le nucléaire. Est-ce que c'est une bonne solution de développer le nucléaire, François Gémen? Oui, globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, attention, parce que derrière ces discours un peu volontaristes de belles intentions, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que si vous voulez déployer le nucléaire à plus grande échelle, notamment dans les pays du Sud, il va falloir financer des infrastructures. La plupart des pays du Sud n'ont pas un réseau électrique suffisamment développé, suffisamment robuste que pour distribuer l'électricité à partir d'un réacteur nucléaire. Et le problème, c'est que il y a parfois des gens pour financer les centrales, mais il y a rarement des gens pour financer le réseau. C'est moins sexy de financer un réseau électrique. C'est ce que disait Jean-Louis Borloo. Moi, je me souviens, pour l'Afrique. L'électrification, plan électrification, vous vous souvenez ça passera c'est une très par bonne le idée, financement d'infrastructures et d'un réseau. Sans réseau intelligent, on n'y arrivera pas. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que attention à ce que ces annonces pour tripler la capacité nucléaire, tripler les renouvelables, etc., tout ça c'est très bien, mais ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas aussi une baisse des énergies fossiles. Parce que le problème qu'on a depuis maintenant au moins 30 ans, c'est qu'on a réinvesti considérablement dans les renouvelables, un peu moins dans le nucléaire, mais ça commence à reprendre maintenant, mais que ce sont des énergies qui se sont ajoutées aux énergies fossiles et qui ne les ont pas du tout remplacées. Alors, est-ce qu'à la COP28, on s'engage à baisser notre consommation d'énergie fossile? Alors ça, c'est le point, je vais laisser François. Moi, vous savez, dans ce débat, je suis très gêné parce que d'habitude, on m'invite avec des opposants et je suis une groupie de François Gémen. Ah bon, donc on va faire un numéro c'est un numéro duetiste. Alors, revenons sur la COP28. Alors, c'est très paradoxal, en fait, cette COP28, parce qu'on parlait de COP de la honte, parce que c'est Dubaï, parce qu'elle est présidée par le patron de la grande compagnie pétrolière de Dubaï, etc. Et pourtant, on risque d'avoir de très bonnes surprises. Et l'agenda de cette COP28, il est extrêmement riche. On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas exactement à quoi ça va aboutir. Mais la question que vous soulevez, c'est la question la plus délicate. C'est est-ce que, dans les engagements qu'on prend, on prend aussi des engagements sur, nominativement, les énergies fossiles? On a pris soin, de manière très diplomatique, d'à peine les nommer, juste le charbon, et encore très très récemment, il y a seulement 2 ans, 2 COP. Et là maintenant, la question c'est est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin sur toutes les énergies fossiles? Est-ce que les pays s'engagent ou pas?
Franchement, parce qu'il y a de bonnes intentions. C'est encourageant. Moi, les bonnes intentions, que concrètement... les premiers résultats sont plutôt encourageants parce qu'on a un panel du moins 10 ans au mieux 10 ans. Le moins 10 ans, c'est quand même d'avancer sur le charbon. Et le charbon, c'est essentiel parce que c'est l'énergie fossile qui produit... Vous croyez que la Chine va avancer sur le charbon ? Le problème, précisément, c'est que si on distingue les énergies fossiles, et effectivement, on a parfois tendance à commencer par le charbon parce que c'est la plus nocive, mais le problème, c'est que l'Inde et la Chine voient le charbon comme l'énergie des pays en développement, et elles voient le pétrole et le gaz comme l'énergie des pays industrialisés. Et donc l'Inde et la Chine disent, attendez, on va pas faire d'efforts sur le charbon si de votre côté, il n'y a pas un engagement aussi sur le pétrole et le gaz. Et on les comprend. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre les trois ensemble. Comme lui dit Antoine, cette COP, c'est une sorte de feu d'artifice depuis le début. J'ai jamais vu une COP qui était partie à ce point sur les chapeaux de roue. Même les ONG sont enthousiastes aujourd'hui. Mais ça, c'est formidable. Alors que cette COP se déroule aux Émirats. On a dit pique-pendre. C'est comme si on demandait à Pablo Escobar de faire la lutte contre le trafic de stupes. Et pourtant, on a ces résultats-là. On a commencé, j'embraye sur ce que disait François, on a commencé par une avancée sur le fonds pertes et dommages, dont le principe avait été acté l'année dernière, mais il n'y avait rien dedans. Et là, maintenant, ça commence à se dessiner. C'est une vraie avancée. Et c'est un truc très important, ce fonds pertes et dommages, parce que pour nous, évidemment, vu de France, ça nous parle un peu moins. Mais pour les pays du Sud, c'est très important. C'est un fonds d'indemnisation pour les dommages qu'ils subissent du fait du changement climatique, et c'est vraiment la pierre angulaire de ce qu'on appelle la justice climatique. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas avoir de discussion raisonnée avec les pays du Sud. Bien, il est 9h42, nous allons observer une petite pause, et ensuite nous allons parler de l'objet finalement, du sujet de votre livre, plutôt que l'objet. Le sujet de votre livre, Antoine Bueno, et nous allons en débattre avec François Gemène. Je lis la 4e de couverture. Nul ne sait si la crise environnementale détruira l'humanité. Ça, vous êtes d'accord tous les deux ? Nul ne le sait ? Je pense que le risque, on entend parfois ce risque d'extinction de l'humanité, il faut relativiser, si vous voulez, minimiser la gravité de la situation, mais ce qui est en cause, c'est les conditions dans lesquelles on va habiter sur Terre, c'est pas l'existence même de l'humanité. Je continue. Nul ne sait donc si la crise environnementale détruira l'humanité, mais elle est bel et bien en train de la rendre folle. Climato-scepticisme, collapsologie, survivalisme, éco-anxiété, activisme vert potache, géo-ingénierie d'apprentis sorciers, messianisme et décroissanciste. Dites-moi, on va parler de tout ça dans un instant. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nos deux invités, Antoine Bueno, faut-il une dictature verte chez Flammarion ? Vous m'expliquerez pourquoi ce titre d'ailleurs. Bien sûr. Et François Gemène, professeur à HEC, qui est avec nous, et président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, membre du GIEC. Bien, on en parlait d'ailleurs, faisons écho. Parlons-en à nos auditeurs, on ne va pas tout garder pour nous. On en parlait pendant la pub. On ne supporte plus la moindre violence dans notre monde aujourd'hui, dans notre société ? Alors ça c'est un fait. Statistiquement, il n'y a jamais eu aussi peu de violence dans nos sociétés. Évidemment, je ne parle pas de la Colombie, mais je parle de, par exemple, l'Europe et en particulier la France. Même en Colombie, ça va beaucoup mieux maintenant. Voilà, non, mais même c'est vrai à l'échelle mondiale, il y a eu une décrue globale de la violence, de toutes les formes de violence. Et il y a pourtant des guerres, mais les guerres c'est autre chose. Mais il y a pourtant des guerres, même si on prend les guerres, il y a beaucoup plus d'insécurité au cours des périodes, des longues périodes. Donc on ne supporte plus la moindre violence, comme on ne supporte plus la moindre contradiction. Mais ça, je vais pas développer. Antoine Bueno. Faut-il une dictature verte ? Pourquoi ? Alors pourquoi ce titre ? Alors déjà, il faut donner le sous-titre, la démocratie au secours de la planète, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quant à mes options politiques vis-à-vis de l'environnement. Alors pourquoi ? Parce que ça me permet, d'abord, quand on fait un titre de livre, il faut que ça accroche. On va pas se mentir. Et ensuite, ça me permet de parler des enjeux politiques de la transition environnementale, qui sont au moins au nombre de 3. Le premier, c'est que la crise environnementale, mais ça vous le voyez tous les jours, alimente le populisme. En Argentine, aux États-Unis quand c'était Trump,
Trump en Hollande, c'est des climato-sceptiques qui arrivent à fédérer l'environnement. C'est devenu un sujet de crispation énorme de l'opinion publique. Deuxièmement, il faut regarder nos systèmes institutionnels, qui sont notre démocratie représentative, et voir, mais alors là, François Gemmen le dit encore mieux que moi, que c'est pas le meilleur système pour mettre en œuvre cette transition, ne serait-ce que pour reprendre le titre excellent. Je suis jaloux de ne pas avoir eu le titre de son livre, parce que l'écologie n'est pas un consensus et que nos systèmes politiques fabriquent du consensus. Oui, mais nos systèmes politiques fabriquent du consensus, ça donne du grain à moudre aux climato-sceptiques, alors. Alors bien sûr, on a aujourd'hui une remontée très forte. Il y a une remontée, on le sent très partout. Des climato-sceptiques qui s'explique, je pense, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le fait qu'on se rend bien compte que le changement climatique, l'érosion de la biodiversité vont imposer des mesures et que ces mesures vont transformer nos systèmes économiques, ne les supporte nos pas. vies, etc. Et que beaucoup vont s'attaquer, beaucoup qui n'aiment pas ces mesures vont s'attaquer à la science sur laquelle elles reposent. Il y a aussi, je crois, de plus en plus une sorte d'idéologisation de cette question. Et donc, toute une série de militants qui vont se revendiquer de la science pour promouvoir un agenda politique. Et si vous ne partagez pas cet agenda politique, vous allez avoir l'impression que la science est directement corrélée à cet agenda politique, et donc vous allez rejeter la science dans son ensemble. Et c'est très dangereux. C'est la troisième raison pour laquelle j'ai fait ce livre, Faut-il une dictature verte? C'est qu'aujourd'hui, l'écologie est littéralement confisquée par une idéologie que j'appelle collapso-décroissanciste, qui nous enferme dans ce futur à deux branches abominable, qui est soit le collapse, c'est-à-dire l'effondrement des milliards de morts, soit la décroissance, qui est une proposition politique qui ne peut conduire qu'à une dictature. Non, mais je suis bien d'accord, mais les libéraux sont souvent très à droite. Les libéraux, qu'est-ce que vous voulez dire? Les libéraux, ceux qui sont contre, justement, toute cette décroissance. Ils sont souvent très à droite, ils sont souvent pro-croissance et en même temps climato-sceptiques. Alors moi, je comprends pas. Aux Pays-Bas, vous aviez un parti libéral de gauche, par exemple, dès 66. Mais surtout, plus globalement, la transition que l'immense majorité des gouvernants essayent de mettre en place, c'est une transition qui ménage à la fois la croissance économique et qui essaye de ménager la nature, notre rapport à l'environnement. C'est la seule voie possible. C'est la seule voie possible. C'est la seule voie possible. Mais elle n'est pas représentée d'un point de vue théorique. Elle n'est pas défendue théoriquement. Elle est défendue en pratique par des mesures qui sont souvent des mesurettes. Moi, je pense profondément que la manière dont on va intégrer la question de l'écologie et de l'impact environnemental de nos activités économiques ou industrielles, c'est véritablement la clé du développement économique au XXIe siècle. C'est-à-dire que nous passons d'une économie du XXe et du XIXe siècle qui était fondée sur l'exploitation des énergies fossiles à une économie décarbonée. Et que plus tôt les gouvernements et les entreprises vont faire le pas et vont entrer de plein pied dans cette économie décarbonée, plus ils seront gagnants, plus les entreprises seront rentables, plus les États seront prospères. Et donc, je complète, ça veut dire que cette transition, c'est à la fois des choses pas cool du tout et des choses très très cool. Les choses pas cool, c'est des contraintes, forcément il y aura des contraintes, et puis par ailleurs, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir, et c'est le passage de l'un à l'autre qui est forcément frictionnel. Mais qui va forcément faire évident. Il y aura des gagnants et des perdants. Mais le problème, c'est que pour le moment, nous ne voyons que les contraintes. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'action contre le changement climatique aux gens, on ne parle que d'efforts à réaliser, de sacrifices à accepter, de renoncements auxquels consentir, de coûts supplémentaires à supporter. On ne leur parle jamais du projet, on ne leur parle jamais des intérêts et des bénéfices qu'ils pourront en tirer. On n'arrête pas de dire aux gens, voilà ce qui va se passer si vous n'agissez pas, mais on ne leur dit jamais, voilà les intérêts que vous pouvez retirer si vous agissez. Et donc, à mon avis, il faut renverser la table de la communication sur ce sujet. Alors là, ça y est, c'est génial, on a enfin peut-être trouvé une petite divergence que j'ai avec François. C'est que moi je suis pour un langage de vérité qui est de dire que quand même, à temps zéro, c'est-à-dire au moment où on se parle, l'essentiel pour mettre la machine en branle de ce qu'il faut faire, ce sont des contraintes, mais qu'il faut le dire aux gens et il faut qu'ils puissent l'accepter en conscience et en responsabilité. Non, on ne peut pas échapper à des contraintes et c'est pas un chemin de rose. En revanche, il va y avoir ce qu'on appelle des co-bénéfices, mais puisque vous nous aviez interrogé au début sur la COP28, c'est exactement ce qu'on observe à la COP28. Quand Macron défend le nucléaire et la fin du charbon, eh bien finalement c'est un intérêt égoïste qu'il défend, puisque le charbon c'est rien en France. Il défend le modèle français. Il défend le modèle français. Et ben c'est formidable, parce que chaque pays, on peut pas lui reprocher, parce que chaque pays va pouvoir défendre son modèle, mais dans un sens vertueux. Chacun va pouvoir faire valoir ses avantages comparatifs et tirer son épingle du jeu aussi de la transition.
Vous êtes d'accord, François? Oui, avec toute la difficulté de la négociation, c'est que comme chaque pays va un peu essayer de vendre à l'international son propre modèle national, et que ces modèles sont très différents les uns des autres, comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord? Il y aura autant de transitions que de pays et de zones géographiques. L'Afrique, on parlait de l'Afrique qui est peu électrifiée, mais elle a un accès au soleil qui est extraordinaire. Il y a une diminution du coût du kilowattheure par photovoltaïque qui est une excellente nouvelle pour l'Afrique. Mais le problème aujourd'hui, je crois, bien sûr, il y aura des efforts et des contraintes, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas toujours à quoi vont servir ces efforts et ces contraintes. Prenez le cas de l'euro, la monnaie unique. Bien sûr, il y avait des contraintes, il y avait de l'austérité budgétaire, de l'alignement des politiques, de réduction des déficits, mais on savait pourquoi on le faisait. On savait que le 1er janvier 2001, c'était des euros et plus des francs français qui allaient sortir du distributeur de billets. Le problème avec ces trucs de transition, c'est qu'on ne voit pas clairement le projet et donc on a du mal à embarquer les gens parce qu'on ne voit que les contraintes et les efforts. Et on ne voit que l'activisme des militants écologistes, de certains, pas tous, de certains militants écologistes. On voit l'activisme condamné et parfois violent. Mais c'est difficile, toujours pareil, de faire passer des messages mesurés, en particulier sur cette question, parce que l'activisme, il a un joli visage et il a un visage beaucoup moins beau. Il est extrêmement important, cet activisme, parce qu'il entretient une pression. On en a besoin. Moi, je suis persuadé qu'on en a besoin. Le mouvement des jeunes comme Greta Thunberg, il a fait progresser beaucoup le sujet. Elle confond parfois écologie et engagement. Ça, c'est l'autre visage. Ça, c'est l'autre visage. Et engagement politique ou engagement géostratégique. Voilà, c'est difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. Ils entretiennent, ces activistes, une pression permanente sur le politique et les obligent, leur force la main à continuer d'avoir ça dans l'agenda et à agir. Mais d'un autre côté, c'est un mouvement qui est un peu dans l'enfance, qui est un peu brouillon, qui va dans tous les sens et qui manque, à mon avis, singulièrement de réflexion et d'efficacité. Et le problème, c'est qu'il y a aussi une certaine forme de défaitisme permanente qui donne aux gens l'impression que rien n'avance jamais dans le bon sens et qu'on n'y arrivera pas. Et moi, je vais vous dire, Jean-Jacques, je redoute encore davantage ce climato-défaitisme que je ne redoute le climato-scepticisme. Est-ce qu'en complément, on peut donner des bonnes nouvelles? Allez-y vite fait. En une seconde, on dit que les choses n'avancent pas. En 8 ans de diplomatie climatique, on a effacé 1,2 degré d'augmentation tendancielle des températures. Les gens disent sans cesse les COP, ça ne sert à rien, c'est des grands barnomètres. C'est vrai que... Et ça, on entend il faut regarder d'où on vient. Au moment de l'accord de Paris, on était sur une trajectoire à plus 4 degrés. Aujourd'hui, on est dans le pire des cas sur plus 2,8, plus 2,9. On a gagné plus d'1 degré, c'est formidable. Mais disons-le alors. Disons-le, merci de le dire. Mais c'est très important de le dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans les clous, parce qu'on n'est pas dans les clous, il faut savoir les deux. Bien. Merci beaucoup, messieurs. C'était passionnant. Merci, Jean-Jacques. Évidemment, en vous invitant tous les deux, je pensais que c'était passionnant, que ça serait passionnant. Antoine Bueno, faut-il une dictature verte? La démocratie au secours de la planète chez Flammarion. Merci d'être venu nous voir. Tout de suite, Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent le chanteur Frédéric Zeytoun et Sylvie Metzeler, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. 9h57. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.